Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 9, les jeux vidéo et les jeux de société. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de On Joue-tu, on est déjà rendu à 9, donc retour de vacances. La semaine passée, on avait un petit épisode préparé pour vous où on a parlé de Scythe avec Benji, et puis là, retour de vacances avec David, qui était aussi en vacances la semaine passée. Comment ça va, David? Salut Mathieu, ça va très très bien, même super bien. Enfin, ça allait encore mieux la semaine passée, parce que comme tu l'as dit, j'étais en vacances en Corse. Donc j'ai vraiment passé une super semaine. Et je suppose que toi aussi, parce que là, tu étais vraiment dans des lieux paradisiaques. Oui, moi j'étais aux Seychelles pour ma lune de miel, voilà. Donc j'étais là une semaine, il a fait beau, grand soleil toute la semaine. Et puis pour ceux qui ont vu la vidéo mercredi que j'ai fait sur l'Halloween, où vous voyez mes beaux bras blancs, vous voyez que moi puis le soleil, ça va pas très bien ensemble. C'est jamais arrivé de ma vie que je sois bronzé. Écoute, je pense qu'il faut qu'on parte ensemble, parce que alors moi c'est pareil, donc comme ça on pourra rester à l'ombre avec les jeux de société, et un bon cocktail, ça sera parfait. Ouais, c'est exactement ça. Donc, j'imagine que pour nos découvertes, donc notre premier segment, on va avoir des jeux qui vont un peu tourner autour de ce qu'on a fait en vacances, j'imagine. Est-ce que toi, tu as amené des jeux avec toi en vacances? Oui, c'est toujours un peu le problème quand on part en avion. Hein. C'est vrai que ces dernières années, j'avais plutôt voyagé en voiture, puis on a une voiture quand même avec pas mal de place, donc je m'autorisais... des boîtes quand même assez grandes, pas les plus grosses, mais enfin voilà, je me faisais plaisir. Là, c'est vrai que même avec 2 bagages en soute, j'ai pas non plus abusé, donc j'ai essayé de prendre un maximum de petites boîtes. Bien entendu, comme d'habitude, j'en ai pris beaucoup trop. J'en avais pris, je sais pas, 8 ou 10, et j'ai dû jouer à 3 jeux parce que voilà, le temps finalement me manquait, même en vacances. Ouais, comme d'habitude. Mais quand même, des bonnes parties et 2 belles découvertes. Ouais. Non, moi, j'avais qu'une valise, moi, donc j'ai pris 6 petits jeux, puis j'ai joué à 2. Donc, toi, on est un peu dans le même bateau. Pareil. C'est pareil. Est-ce qu'il y a un de ces 2 jeux-là qui était Pachacuna? Non, pas du tout. Ah non, alors Pachacuna, pour moi, ça fait déjà partie des grosses boîtes. Là, en avion, là, je l'aurais pas pris quand même. On en a parlé il y a 2 semaines. Il me semble, tu m'avais dit l'autre jour que tu avais lu un article sur... Je te laisse raconter l'histoire. Exactement. Donc, je suis parti en avion avec les 2 derniers numéros du magazine Plateau, donc le magazine dédié aux jeux de société. Qui est vraiment top. J'aime beaucoup parcourir ce magazine. Et puis justement, dans le dernier ou avant-dernier, le dernier numéro, là, octobre 2021, sur la couverture, il y a justement Pachacuna. Et dans l'avion, au retour, j'ai vraiment pris plaisir à lire une interview de l'éditeur de Pachacuna, qui est Marc Dur, et qui aborde vraiment des sujets super intéressants. Et c'est bien qu'on en reparle, parce que la dernière fois qu'on a échangé sur ce podcast, j'avais parlé justement du matériel, du temps que j'avais mis à assembler les pièces, et justement Marc aborde toutes les contraintes pour suivre leur ligne éthique, pour respecter un impact carbone faible, voire nul sur leurs produits responsables. Il aborde aussi le fait que malheureusement les clients s'en moquent, mais eux, ils ne veulent pas quand même jouer cette carte de greenwashing. Ils ont vraiment une éthique personnelle et ils veulent se tenir à cette production. Et il explique justement dans cet article que les pièces, les nombreuses tuiles que l'on doit assembler nous-mêmes, donc collées avec des petits stickers. Plein la dernière fois, ouais, non, mais j'avais trouvé ça marrant, mais c'est vrai que ça avait pris du temps. Et il explique que s'ils avaient produit ce matériel en Chine, il n'y aurait eu aucun problème pour pouvoir fournir des tuiles de carton en 3 dimensions. Mais c'est quelque chose qui était totalement impossible, il dit pas que c'est impossible, mais impossible à financer en Europe pour leur projet. Donc c'est pour ça que finalement les acquéreurs du jeu
doivent coller eux-mêmes les pièces. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, ils sont encore à la recherche de nouvelles solutions pour éviter le cellophane qui est encore autour des jeux de cartes, des boîtes, et puis des pièces en bois qui sont obligatoirement, systématiquement fournies dans des sachets en plastique. Donc c'est vrai que je vous recommande vivement ceux qui ont le magazine mais qui ne l'auraient pas ouvert, ce qui m'arrive parfois, donc j'ai souvent du retard dans les lectures, ou en tout cas ceux qui ne l'ont pas, de se procurer ce magazine. Alors pour cet article, oui, mais pour bien sûr tous les autres. Donc voilà, un chouette magazine, une chouette interview sur un bon jeu qui est Pachacuna. En plus, Marc Dur, on l'a déjà dit auparavant, mais un Suisse, donc à chaque fois qu'on a l'occasion d'un peu faire un petit shout-out pour nos amis suisses. Alors, avant d'enchaîner avec notre premier segment, je voulais juste vous faire un petit rappel, un petit moment de pub. Oubliez pas que si vous voulez vous joindre à la petite communauté qui est en train de se créer sur notre Discord, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Patreon de On Joue-tu. Et puis vous allez voir, il y a des différents niveaux de financement. Et si vous voulez, vous pouvez vous joindre à cette communauté On Joue-tu. Maintenant, on est rendu à 14 personnes aujourd'hui. Donc, je vais vite leur faire une petite mention. Donc, il y a Benjamin, Amy, Pierre-Luc R, Green 530, M. Beware, Kessler Alexandre, Cliff, Woodruff, Félix, Fredo, Stéphane, Kevin, Cédric et Joe. Et puis, il y a encore quelqu'un qui s'est joint aujourd'hui. Je n'ai pas encore mis son nom sur le groupe, donc je le ferai la semaine prochaine. Donc voilà, on s'amuse assez bien là-dessus. On en a parlé la semaine passée avec Benji, mais je ne sais pas ce que toi t'en penses, David. Tu trouves ça assez cool aussi de pouvoir partager avec les autres nos découvertes et tout sur ce Discord? Ouais, c'est vraiment super. C'est un très bon début. Et puis, j'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir développer cette communauté, pourquoi pas l'intégrer aussi au podcast, les faire interagir. Oui. On a déjà fait en posant une ou deux questions, mais c'est vrai que c'est top de pouvoir partager cette passion comme ça en petit groupe et pas forcément dans justement des groupes Facebook où il y a des centaines, voire milliers de personnes et puis où on n'arrive pas à suivre grand-chose. Donc là, il y a vraiment cette petite communauté, pour l'instant petite, après on verra, j'espère qu'elle va grandir, mais qu'elle restera toujours, je veux pas dire gérable, parce qu'on n'a pas besoin de la gérer, mais en tout cas de prendre plaisir avec les personnes présentes. Non, c'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est le fait d'être une petite communauté. Éventuellement, j'aimerais bien aussi pouvoir intégrer certaines de ces personnes-là dans les podcasts, que ce soit en faisant un top 5 avec eux ou quoi que ce soit, mais on va laisser tranquillement les choses aller, mais sachez que c'est dans les plans. Alors maintenant, on va passer au premier segment, donc les découvertes de la semaine. Quelle est ta première découverte de tes vacances, David? Alors moi, ma première découverte, c'est un super bon jeu à deux édité par la boîte de jeux, à qui l'on doit It's a Wonderful World, les Hauts Fourneaux, entre autres. Il s'agit de Rift Force. Je ne sais pas si tu y as déjà joué. Non, mais je vois la couverture. Oui, alors je te confirme que c'est un super jeu. Donc pour ceux qui ont aimé Shoten Totten et les jeux d'affrontement à deux joueurs, je suis persuadé que vous allez adorer Rift Force. L'auteur donc est Carlo Bortolini. Alors personnellement, j'en avais jamais entendu parler et c'est peut-être aussi simplement parce qu'il s'agit de son second jeu uniquement, après un mémoire avec OA et 3 R à la fin qu'il avait sorti en 2018. Donc j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce jeu. Par contre, l'illustrateur est Miguel Coimbra, à qui l'on doit de nombreux jeux qui ont eu un joli succès comme Kitara, Cléopâtre et la Société des Architectes, mais surtout Small World, Seven Wonders Duel. Et actuellement, il est aussi illustrateur d'un KS en cours qui s'appelle Fédération et qui a un peu de mal, qui finit, là, qui est sur le point de se terminer. Il me semble assez intéressant, mais il n'a pas rencontré encore un grand succès. Et c'est peut-être parce qu'il n'a pas de figurines, justement, qu'il a vraiment de la peine à rencontrer un succès.
Parfait, ben moi je pensais pas faire un lien avec Shotten Totten, avec mon premier jeu, mais j'en ai trouvé un. Parce que moi, j'ai pris des petits jeux, on l'a déjà dit, puis je savais très bien que sur ma lune de miel, j'allais pas sortir un gros jeu compliqué avec ma femme, qui est déjà assez gentille d'avoir fait 2-3 parties avec moi. Donc c'est le premier jeu que j'ai amené, qui était tout nouveau, je l'ai acheté je pense le jour avant de partir, il s'appelle 101 le match. Ah oui. Et puis donc c'est un jeu avec des petites tuiles en plastique, donc ça faisait changement, c'était pas des cartes, mais donc c'est des petites tuiles en plastique qui ont un numéro de 1 à 10 et qui ont soit une de 5 couleurs. Et puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est que chacun son tour, on va piocher une de ces tuiles-là qui sont placées de dos, donc on voit pas ce qu'il y a dessus, et on va en prendre une et on doit constituer un genre de carré de 5 par 5 tuiles. Donc il faut toujours, aussitôt qu'on en place une, toutes les prochaines vont devoir au moins toucher, avoir un coin en commun avec ce qu'on a déjà placé. Et puis le but, c'est qu'une fois qu'on aura les deux joueurs constitués nos carrés 5 par 5, on va devoir regarder horizontalement et verticalement qui est plus fort donc dans ces lignes-là. Puis comment on va faire pour déterminer qui est plus fort? Ben c'est un peu en utilisant les combinaisons de poker traditionnelles, c'est-à-dire des paires, des doubles paires, un peu comme dans Shotten Totten. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le petit lien est là. Un jeu super rapide à expliquer. Il n'y a même pas un livre des règles, il y a juste une carte des règles. Donc il y a une petite carte dans le jeu et puis ça vous dit comment jouer. Il y a même un mode expert qui est proposé parce que le mode classique, c'est vraiment on va piocher les tuiles au hasard de gauche à droite. Et le mode expert, c'est que derrière les tuiles, on a un choix entre deux couleurs. Et puis, donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est déjà en jeu. Parce que, en fait, ça te donne un indice sur la couleur qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, par exemple, si la tuile, c'est un 5 vert, ben peut-être que le l'endos de la tuile, il est moitié vert et moitié rouge. Donc, ça veut dire que c'est soit une tuile verte ou rouge. Donc, ça vous donne un petit élément stratégique où vous allez des fois peut-être choisir laquelle vous allez prendre pour essayer de complémenter vos différentes lignes. T'as pu y jouer dans l'eau, alors? Donc, ça, c'est... non, je n'ai pas joué dans l'eau. Je sais que tu m'avais parlé de cette vidéo du passe-temps où ils ont joué dans l'eau. Non, j'ai pas joué dans l'eau. On a joué dans la piscine, mais sur le rebord de la piscine. Puis oui, c'est vrai que j'ai échappé une tuile dans l'eau et puis ça n'a rien fait. Voilà, c'est pas comme échapper une carte dans parfait, l'eau. Ouais. Exact. Puis donc ça, c'est un jeu qui est sorti très récemment, un jeu de Gilles Monet. À part la vidéo, est-ce que tu l'as essayé ce jeu? Non, je l'ai pas essayé, mais il fait partie de ma liste de souhaits, effectivement, comme petit jeu simple et rapide à sortir avec un large public. Ouais. Donc, en tout cas, moi, c'est clairement le genre de jeu qui marche super bien avec ma femme. Des trucs très faciles à expliquer. Et puis, il n'y a pas trop de confrontation. Il y a un peu de hasard dans la pioche. Donc, c'est pas du gros... moi, je te prends cette tuile-là pour ruiner ton jeu. Donc, ça a passé très, très bien. Top. T'as une deuxième découverte pour moi, David? Oui, alors ma deuxième découverte s'appelle Clash of Decks. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais on en avait parlé très rapidement avec Benji quand on a abordé les Kickstarter. Ce jeu, il a vraiment une histoire particulière parce que en 2020, il s'agissait d'un print and play. Avec, avec des nouvelles cartes qui étaient, ça je l'ai découvert en faisant mes devoirs, hein, mais avec des nouvelles cartes qui étaient proposées dans le Philimag, donc le magazine des boutiques Philibert en France. Et puis il a voulu lancer en février-mars 2021 un Kickstarter avec une boîte... pas une grosse boîte, mais quand même une jolie boîte, et puis deux versions, hein, une version basique et puis une version de luxe, donc 25 et 40 €, donc un assez petit jeu. Et là, malheureusement, il n'a pas eu le succès escompté. Il a eu 427 contributeurs, et donc la campagne a été annulée. Hein, il n'a pas pu produire le jeu. Et qu'est-ce qu'il a fait plutôt que finalement de réessayer de retravailler peut-être le marketing de sa campagne et puis de le relancer comme certains l'ont fait, eh bien, il a lancé un deuxième Kickstarter, mais cette fois avec un jeu gratuit.
Donc c'est là où le pari était assez fou. Et la seule chose qu'il y avait à payer, c'était les frais de port, donc 2 euros. Donc vous vouliez un jeu, vous mettiez 2 euros, vous en vouliez deux, vous mettiez 4 euros. Alors pourquoi deux? Parce qu'il va y avoir des modes de jeu qui vont sortir, ou même il y a déjà un mode de jeu où chaque joueur doit avoir son paquet de cartes, mais ça je vais y revenir. Donc ce deuxième Kickstarter, il a appelé ça le Clash of Decks Starter Kit. Donc dans la boîte, c'est vraiment une boîte de la grandeur d'une carte, hein, vraiment une toute petite boîte qui contient 36 cartes, et c'est tout. Donc il a vraiment épuré au maximum, donc au revoir les plateaux de jeu qu'il y avait dans les premières versions, au revoir des cartes reliques, au revoir les cartes héros, au revoir les règles, hein. Il n'y a pas de règles dans la boîte, il faut aller les chercher en ligne. Et en fait, ce concept de jeu gratuit sur Kickstarter a eu un effet assez fou, parce que là, il s'est retrouvé quand même avec plus de 20 000 contributeurs, et le jeu est aujourd'hui traduit dans 33 langues, parce qu'il y a eu vraiment un effet un peu communautaire qui s'est créé, et plein de gens ont proposé de faire des traductions. Donc c'était des traductions collaboratives qui ont été mises en place. Et là, maintenant, il a comme j'ai dit, plus de 20 000 jeux, et même plus, parce qu'il y en a sans doute comme moi qui ont commandé 2 boîtes. Donc il a de très nombreux joueurs qui, pour l'instant, ne lui ont pas rapporté grand-chose, ça il faut être clair, hein, parce que je pense que pour l'instant, il est plus en perte financière qu'autre chose. Ouais, mais ce jeu, c'est très clair aussi, il était indiqué que c'était un jeu free-to-play, un jeu... freemium, donc on a tout de suite compris, et il ne l'a pas caché, qu'il allait sortir ensuite d'autres projets Kickstarter avec des ajouts que l'on allait pouvoir apporter au premier jeu, et donc dès le 9 novembre, il va y avoir une nouvelle campagne Kickstarter avec des contenus payants. Donc pour l'instant, très peu d'informations là-dessus, mais avant de savoir si ça vaut la peine d'acheter justement ces contenus payants, eh bien il faut jouer à cette boîte de base, parce qu'on se dit ok, 36 cartes, quand on voit les jeux qui sortent maintenant avec tout le matériel, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce jeu de Léandre Proust, je n'avais pas encore mentionné, illustré par Clément Proust, peut-être son frère, je n'ai pas trouvé la réponse, et puis en éditeur Gram Édition, donc c'est vraiment lui qui est derrière également cette petite maison d'édition, qui édite le Filimag. Donc voilà, sans doute pourquoi de nouvelles cartes étaient proposées dans le Filimag. Donc maintenant, pour revenir au jeu... vas-y. Excuse de te couper, mais il me semble que j'ai vu ce jeu sur Board Game Arena, c'est possible? Exactement, il y a une version bêta qu'il a sortie tout dernièrement. Et je m'y suis lancé avant de recevoir d'ailleurs mon jeu de cartes, et sans trop lire les règles. J'avoue que ma première partie, je n'ai rien compris, mais le jeu n'est vraiment pas compliqué, et personnellement en tout cas, ce jeu m'a fait un effet waouh. Donc c'est hyper bien pensé, et ça vraiment je recommande. Je recommande à tout le monde, entre guillemets, de le tester. Pourquoi pas sur Board Game Arena en mode bêta. Et puis d'être attentif aussi à la prochaine campagne Kickstarter du 9 novembre, parce que ce starter kit, il l'a annoncé qu'il serait toujours gratuit. Donc ça vaut vraiment la peine, parce que pour ce tout petit jeu, à un coût très très faible, eh bien moi j'ai déjà fait, j'y ai joué que hier et avant-hier, et j'ai déjà fait 5-6 parties solo. Alors ça va assez vite, hein, c'est une vingtaine de minutes, mais on a vraiment envie de tout tester, parce qu'il y a plein de decks de départ différents, enfin il y a plein de possibilités de jouer différentes, donc un super jeu qui à mon avis tient de belles promesses pour la suite. Parfait. Et puis, moi, je vais vraiment enchaîner très rapidement avec mon deuxième, parce que j'ai triché un peu. J'ai fait mon David cette semaine.
Vu qu'on parle, cet épisode-ci, on va parler des jeux vidéo et des jeux de société, puis quand ça se croise et tout. En fait, j'ai découvert un jeu vidéo la semaine passée qui est aussi un jeu de société que j'ai su par après, puis je suis très intéressé par le jeu de société. Parce que moi, j'aime bien me télécharger des jeux sur mon téléphone pour l'avion. Puis là, vu que j'avais 9 heures et plus d'avion, j'en ai profité. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Stardew Valley. Je sais pas si tu connais ce jeu. Alors écoute, là comme ça, avec l'accent, ça me dit rien du tout. Alors, je me suis dit, je vais en parler dans le podcast parce que je sais que Benji va adorer. C'est un jeu où tu es un fermier. Et puis donc, tu te fais un peu ta petite ferme avec tes légumes puis tout que tu vas vendre au marché. Et puis, c'est vraiment un jeu où tu peux tout faire. Au début, ça semble simple parce que c'est vraiment... tu te réveilles, tu vas planter tes tomates et puis tu vas les vendre le lendemain, mais plus ça va, plus il faut que tu sois gentil avec les gens dans la ville, puis éventuellement tu vas donner des cadeaux à des gens, puis d'un coup ils vont t'aimer, et puis après ça tu peux commencer à avoir une petite copine ou un petit copain, et puis éventuellement te marier. C'est vraiment un genre de... C'est comme une version des Sims. Oui, j'allais dire des Sims mais, agriculture. Mais c'est ça, Sims agriculture. Et puis c'est un jeu qui est assez récent, je pense 2014 ou dans ce coin-là. Et je dis 2014 comme si c'était récent. Je sais même pas je vieillis, hein? Malgré le fait qu'il n'est pas récent, mais ils ont quand même essayé de faire comme si c'était un vieux jeu. Donc, toi, c'est vraiment les vieux graphiques, comme dans les années 90. Mais c'est bel et bien un jeu relativement récent, on va dire ça comme ça. Donc donc on est d'accord, là, c'est un jeu purement mobile. T'avais pas de version papier, rien du tout. Hein. Donc, c'est effectivement un jeu vidéo qui était à la base sur l'ordinateur. Il est maintenant sur console et moi, je l'ai eu justement sur Android. Et puis, je fais le lien. Donc, cette année, ils ont sorti une version jeu de société qui a été fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça a été fait par le créateur du jeu vidéo. Je trouvais ça intéressant de voir que lui-même s'est dit, je pense que ce jeu-là pourrait être génial en jeu de société. Pour le moment, c'est très difficile de trouver une boîte de Stardew Valley parce que ça se trouve presque uniquement aux États-Unis. Il n'y a aucune production hors des États-Unis pour le moment. Il a écrit sur son site qu'il a essayé de trouver une façon de rendre ça international, mais pour le moment, c'est très compliqué à avoir ses mains sur ce jeu-là. Mais bref, j'ai regardé tout sur la page Board Game Geek. Ça a l'air très intéressant. Si vous êtes comme moi et non comme Benji, et puis que vous aimez ces petits jeux avec des thématiques pas trop absurdes dans l'espace, où vous êtes avec vos plantes, avec vos chiens, tout ça, alors... Stardew Valley, je pense que ça pourrait être un jeu qui pourrait vous intéresser. Comme c'est maintenant, je pense que les chances qu'on voit une version française en Europe du jeu de société sont très minces, mais sachez que vous pouvez jouer à la version jeu vidéo sur votre téléphone, sur votre Switch, sur n'importe quoi. Écoute, moi je viens d'ouvrir en tout cas la fiche du jeu sur myludo.fr et puis je vais la mettre dans ma liste à suivre. Parce qu'effectivement, il n'y a que la version anglaise, mais... Moi, j'aime assez bien ce genre de jeu, de jeux vidéo, même si finalement, souvent, je m'applique tellement à tout faire que ça prend des plombes, et puis j'ai tendance après, malheureusement, à de loin pas faire le tour du jeu, et puis à l'abandonner. Ouais. Mais voilà, ça m'a l'air assez sympa, et puis pas besoin non plus de jeu où il faut toujours éliminer et tuer son adversaire, donc voilà, pourquoi pas. Attendons de voir. Donc pour le deuxième segment, j'avais eu en tête l'idée de parler des jeux vidéo et des jeux de société parce que David et moi, on a un peu la même approche. Il l'a dit lors du premier podcast où il s'est présenté qu'il était beaucoup dans les jeux vidéo avant et puis maintenant il s'est retourné vers les jeux de société. C'est aussi beaucoup mon cas, donc c'est très semblable. Je me suis dit que ce serait intéressant de parler de peut-être pourquoi on a fait ce petit switch, pourquoi est-ce que maintenant on dévoue plus de temps aux jeux de société, etc. Je vais juste déjà te lancer là-dessus. Toi,
est-ce que maintenant, donc on sait très bien que tu es à fond dans les jeux de société, est-ce que tu trouves encore le temps dans tes journées pour jouer à des jeux vidéo? Si je ne considère pas Board Game Arena comme une plateforme de jeux vidéo. Alors disons que ça compte pas. De jeux de société, voilà, ça compte pas. Alors non, je résiste toujours. J'avoue que depuis le début de l'année, j'ai pas rallumé une de mes consoles, à part pour faire une ou deux parties avec mes filles, mais je n'ai plus du tout joué à de gros jeux comme j'avais l'habitude de le faire. Mais donc, t'as quand même des consoles multi avec des amis. Ah oui, j'ai des consoles, j'ai Xbox, j'ai PlayStation. Alors, j'ai pas les dernières versions, mais les avant-dernières. Ouais. Je suis toujours abonné à tout, hein, donc je paye le Xbox Live et la même chose sur PS. J'ai mon abonnement mensuel Microsoft. Mais c'est vrai que... alors, je ne vais même pas dire que je résiste parce que ça ne me demande pas. Alors, je sais très bien que si je la rallume un de ces soirs, je risque fortement de retomber clairement dedans et puis d'enchaîner les parties. Mais... finalement, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de le faire. Je veux pas dire que j'ai découvert les jeux de société, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'avec le Covid, où finalement sans doute beaucoup de gens ont beaucoup plus joué aux jeux vidéo, parce que voilà, étant plus souvent à la maison et peut-être seul, on a tendance à allumer beaucoup plus souvent notre console. Et moi, ça a été l'inverse. Donc, j'étais déjà joueur de jeux de société, mais je jouais quand même plus aux jeux vidéo qu'aux jeux de société. Et ça a fait l'effet inverse. Ouais. Étonnamment, le fait de me retrouver... plus souvent en famille, on a ouvert beaucoup plus de jeux de société ensemble, et puis j'en ai commandé, j'en ai reçu à la maison, et puis voilà, tout s'est imbriqué, et j'ai eu tendance à déjà ne plus forcément voir les amis avec qui on faisait pas mal de jeux vidéo, même si souvent on jouait chacun chez soi, on se voyait régulièrement, on a remplacé nos rendez-vous par des rendez-vous en ligne, mais sur Board Game Arena pour pouvoir encore faire quelques jeux comme ça ensemble, jeux de société, discuter, rigoler pour des soirées fort sympathiques. Et puis finalement, voilà, ça m'a fait décrocher des jeux vidéo. Tout le temps que je consacrais aux jeux vidéo, je les ai mis dans les jeux de société. Donc, j'ai beaucoup plus joué aux jeux de société, et même en solo, ce que je ne faisais pas du tout avant. Je jouais que à plusieurs et jamais en solo. Et là, ça m'a fait vraiment découvrir ce monde à part des jeux solo. Et puis aussi Board Game Arena, que j'avais totalement oublié. Ouais. J'avais oublié l'existence de cette plateforme, et là maintenant, depuis 2 ans, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, j'y suis tous les jours. Ouais, mais c'est intéressant que tu parles du fait de jouer solo, parce que c'est vrai que moi, j'ai retenu de ce que tu as dit le mot résister, et puis ça, c'est une des grosses raisons pourquoi moi... j'essaie d'éviter à tout prix les jeux vidéo. C'est que je me connais trop bien. J'ai vraiment beaucoup de peine à me gérer. Si moi j'ai du temps de libre, aussitôt que j'ai du temps de libre, puis j'ai un jeu que je sais que j'adore, je peux perdre des heures et des heures de suite sans même me lever. Donc moi, toute ma vie, j'ai l'impression que les jeux vidéo, ça a été une expérience solo. Quand j'étais jeune... je te dirais, un des jeux que j'ai le plus joué, c'est Halo. Donc, ce jeu de guerre qu'il y avait sur la Xbox. Oui, je connais bien sûr. Donc, ça, je faisais énormément avec des potes. Chacun amenait sa propre télé chez quelqu'un, puis on se faisait des gros LAN parties et tout. Donc, ça, c'est ça qui a un peu commencé mon expérience. Et puis, peu à peu, moi, j'ai commencé à jouer à des choses que mes amis jouaient pas. Donc, je me ramassais à toujours soit jouer avec des inconnus en ligne, qui souvent... on va pas se le cacher, le nombre de fois qu'on se fait insulter, et puis... moi, ça me crée une frustration incroyable de perdre contre des inconnus, alors que si je perds un jeu de société avec des amis autour de la table, je m'en fous. Donc, pour moi, c'est vraiment devenu une expérience très solitaire. Donc, c'est surtout des campagnes que je fais, des campagnes solo. Et ce que j'aime, c'est quand il y a une fin à un jeu, quand je peux dire, écoute, si je mets 8 heures dans ce jeu, après 8 heures, j'aurai fini. De moins en moins, c'est le cas.
On a des jeux maintenant qu'il faut que comme on utilise en bon anglais, il faut qu'on grind, hein? Donc ça veut dire qu'on joue énormément pour arriver à un point où on est fort. Donc ça, j'essaie vraiment d'éviter parce que moi, je peux perdre des journées entières là-dessus. Et puis donc, c'est ça que je trouve intéressant parce que moi, j'ai jamais eu cette expérience-là avec les jeux de société en solo. Moi, s'il faut que je me dise « Ah, ben ça va me prendre 20 minutes de mettre ce jeu-là en place », ben je préfère allumer ma console et puis faire une heure de Dark Souls, quoi, quelque chose comme ça, plutôt que de me faire toute la campagne en jeu de solo. Je me retrouve aussi dans ce que tu as dit par rapport à la complexité de se gérer. Moi, je sais très bien que si je rallume ma console, bah, souvent, c'est avec ma vie professionnelle et familiale, bah, c'est vrai que c'est souvent assez tard le soir. Ouais. Puis j'ai vraiment de la peine après. Il faut que je me fasse violence pour aller me coucher. Ouais. Donc, c'est des nuits qui se raccourcissent, qui sont déjà pas si longue que ça, et puis le matin je me lève quand même assez tôt pour aller travailler, et j'ai envie d'éviter ça. Alors tu parlais justement de Halo tout à l'heure, il y a le nouveau qui va sortir en décembre, hein. Ah mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Parce que moi j'étais en train de me dire pour quel jeu je risque de replonger, et je me suis dit que ce serait peut-être pour celui-ci. Aïe, aïe, aïe. J'étais très aussi Battlefield, Call of Duty, avec toutes ces séries qui n'en finissent pas. Ça m'a pas trop demandé, mais peut-être que effectivement Halo est ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une bonne équipe de potes, et quand on joue en ligne, on joue vraiment entre nous. Ouais. On n'entend pas les autres. On rigole bien, on est tous des 40 voire cinquantenaires, donc voilà, on joue pour s'amuser, et puis les autres on s'en fiche, même s'ils nous mettent régulièrement des branlées, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'à Halo, on arrive quand même à s'en sortir pas mal, et c'est un super jeu adapté à ce genre ce format. Donc, moi, c'est le problème qui m'est un peu arrivé, c'est que moi, majoritairement, tous mes potes avec qui je joue en ligne, eux sont au Québec, et puis d'essayer de gérer, de dire, OK, on va faire, c'est ça. Moi, si je fais une partie à 10h le soir où j'aurais peut-être le temps, eux, il est 4h l'après-midi, ils font autre chose. Donc, moi, je me ramassais toujours à payer pour des abonnements pour pouvoir jouer en ligne, puis de jouer toujours avec des inconnus. Donc là, on va faire le lien avec les jeux de société, parce qu'on va pas juste parler de jeux vidéo, mais j'ai remarqué une tendance, surtout avec les Kickstarter, de plus en plus, il y a des jeux de société qui ont des licences de jeux vidéo, puis des fois, bon, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours... en faisant mes recherches, justement, j'ai vu que ça existe depuis longtemps, hein, il y a plein d'exemples de jeux de Mario Bros et des choses comme ça, mais... j'ai l'impression que là, on est vraiment en train de complexifier ces jeux-là. Puis là, bien sûr, si c'est Kickstarter, on aura plus de figurines et des choses comme ça. Donc, je me suis amusé à regarder sur Board Game Geek. J'ai regardé les top 500 jeux qu'ils ont là. Je les ai mis en ordre. Puis j'ai essayé de voir combien d'entre eux, c'est des jeux vidéo à la base. Puis je vais vraiment regarder pour que ça soit vraiment la licence du jeu vidéo. Parce que des fois, on dit oui, mais c'est clairement inspiré d'eux. Ceux-là, je les ai ignorés. Donc, si on regarde, il n'y en a pas énormément. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. Mais le premier qui est sur la liste, il est en 152e position. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un jeu que je ne savais même pas qu'il était un jeu vidéo à la base. C'est le jeu This War of Mine. C'est un jeu que Benji avait parlé, je pense que c'est... il y a peut-être 2 épisodes maintenant, je sais plus, mais il avait parlé que c'était un jeu qui était qui était très déprimant, qu'il fallait être dans un bon mindset pour jouer à ce jeu-là. Je savais pas qu'à la base c'était un jeu vidéo. Donc un très bon jeu apparemment, 152e. Est-ce que toi tu y as joué à celui-là? Non, il m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore, je me suis pas encore décidé à l'acheter, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Ouais. Et c'est marrant, moi aussi il est dans ma liste là de ce que j'ai été chercher sur Board Game Geek, où il a une note de 7.8, hein, donc c'est vraiment une bonne note. Mais moi j'en ai trouvé un avec une note de 8, et je me demande si t'es pas passé aussi au travers sans savoir qu'il était tiré d'un jeu vidéo avec une licence officielle, mais il ne porte pas le même nom que son jeu vidéo. Je crois voir de quel tu parles, c'est Mech and Minions. Exactement. C'est ça, hein? En fait, c'est dans l'univers de League of Legends. Ouais, c'est exactement ça, et c'est aussi édité par Riot Games, donc les mêmes qui font League of Legends, mais c'est un jeu qui est disponible que
via leur plateforme en ligne. Okay. Et il paraît que c'est vraiment un super jeu. Mais je ne savais pas du tout, j'avais pas fait le lien. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'avais déjà entendu parler de ce titre-là. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est pas une adaptation exactement du ouais, jeu, c'est comme dans le même univers en vidéo, fait. Mais c'est dans le même univers. Par contre, c'est vraiment, voilà, tu as la licence plus ou moins officielle derrière avec les mêmes éditeurs. Ouais. Donc si on compte ce jeu-là, il serait clairement premier parce qu'il est 50e, je crois, Mech vs Minions. Ouais. Mais donc... Si on l'ignore, ce serait This War of Mine le premier. Et puis ensuite, les 3 prochains, c'est des jeux que je trouvais ça assez intéressant parce que dans ma tête, j'ai pas joué à aucun à part un, j'ai l'impression que c'est tout assez semblable comme jeu vidéo. Donc le deuxième, c'était Age of Empires 3, qui est sorti en 2007. Donc celui-là, il est 233e sur la liste. Ensuite, on a Sid Meier's Civilization, qui est sorti en 2010, qui est 280e sur la liste. Ça, c'est un jeu que je me souviens que Benji m'en avait parlé. Je sais plus si c'était sur le podcast ou pas. C'est un jeu qu'il voulait tester absolument aussi sur sa pile de la honte. Et puis, le troisième, donc, le quatrième, maintenant, je suis rendu à 4, StarCraft The Board Game, donc en 2007. Tu as 3 jeux que j'ai l'impression que c'est un peu des jeux de guerre, de contrôle, nous, on appelle ça en anglais des Real-Time Strategy Games, des RTS. Exactement, ouais. J'ai l'impression que c'est ces 3-là, c'est assez drôle qu'ils soient à la suite comme ça. Bon, StarCraft est quand même beaucoup plus loin, 484e. Et puis le dernier que je l'ai inclus juste parce que je me souviens avoir assez joué pas mal à ce jeu-là, mais il est 513e. Bon. C'est Gears of War The Board Game. Je savais pas qu'il y avait un jeu Gears of War, mais exactement, voilà. ouais. Donc j'en ai entendu parler dans un autre podcast ou dans une vidéo YouTube, je sais plus de quelle chaîne, où l'un des intervenants mentionnait que c'était un de ses vraiment top jeux, un de ses jeux préférés, qui semble être difficile aussi à trouver aujourd'hui. Mais effectivement, avant d'en entendre parler dans cette vidéo ou podcast, je ne savais pas du tout non plus, alors que j'ai quand même été assez friand de la série des jeux vidéo Gears of War. En fait, c'est quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes recherches pour cet épisode, c'est que, en tout cas, dans le monde francophone, on n'est pas choyé. Hein? La majorité de ces jeux-là, c'est des jeux qui sont sortis que en Amérique, comment on dit, en quantité très limitée, j'ai l'impression. Puis avec Kickstarter, c'est en train de régler ce problème-là. Justement, Dark Souls, Bloodborne, c'est des exemples assez récents qu'on a. Darkest Dungeon, est-ce que toi tu l'as commandé en français ou? Je l'ai commandé en français, oui. Ouais, bon, bien sûr, si c'est Mythic Games, j'imagine que d'office, ils ont la version française. Oui. Ok, bon, tu vois, donc c'est quelque chose, je pense que là, ça commence à s'améliorer. Puis juste pour finir un peu dans mes stats, juste cette année, donc dans mes recherches, j'ai vu que des jeux qui sont basés sur des jeux vidéo, on a eu Bloodborne. Il y a eu 2 jeux Assassin's Creed, donc le gros jeu avec les figurines, et aussi le petit qui va sortir bientôt, le jeu de dés, Horlog, je crois qu'il s'appelle. On a Devil May Cry, Horizon Zero Dawn, et puis il y a même eu un jeu de Mortal Kombat. Donc, je savais même pas, je l'avais pas vu passer celui-là. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est que parmi ces jeux-là, c'est souvent un éditeur qui s'appelle Steam Forged Games, qui sont un peu en train de se spécialiser dans ces jeux-là. C'est eux qui avaient fait le premier Dark Souls, donc qui est sorti il y a un petit moment maintenant, donc le jeu de société Dark Souls. Et c'est eux qui sont en train de produire, je pense, tu me l'as dit hors onde juste avant, je crois qu'il est sorti aujourd'hui la campagne ou hier, donc le nouveau Resident Evil board game qui devrait sortir en 2023. Donc tu vois, là on a encore plein de jeux qui s'en viennent. Hein. Donc on a parlé déjà assez souvent de Darkest Dungeon, il y en a un autre qui va arriver l'année prochaine. Il y a le jeu Rainbow Six Siege, qui sera aussi qui va sortir l'année prochaine. Monster Hunter World, il y a The Witcher. Donc on a encore plein de jeux de société qui sont en train de venir. Donc qui étaient à la base des jeux vidéo. Donc c'est vraiment une mode, je pense, qui est en train de accélérer avec les Kickstarter parce qu'on trouve justement une audience pour nous produire le jeu. Oui, justement, moi, c'est hyper intéressant. La plupart des noms que tu as mentionnés, je les avais aussi dans mes petites notes pour l'enregistrement de ce podcast. Là, tu as mis le doigt sur un point important, c'est que sans les plateformes de financement collaboratif que sont Kickstarter, GameFund et autres, je pense qu'il y a pas mal de ces grosses adaptations qui n'auraient pas vu le jour parce que ça reste quand même des gros jeux
qui ne vont pas forcément sortir en boutique et qui ont besoin, même si derrière il y a un gros éditeur, je ne suis pas sûr qu'il les mettrait en boutique parce que c'est presque des jeux, pas forcément pour collectionneurs, mais c'est vraiment des gros jeux avec beaucoup de figurines. Alors après, est-ce qu'elles sont utiles ou pas, Benji nous répondra, mais on se retrouve avec des campagnes qui ont été assez folles. Hein. The Witcher Old World, là, c'est 6,8 millions de dollars énorme, avec 45 000 contributeurs. Donc là, on est vraiment sur de la grosse campagne. Il y avait déjà eu d'ailleurs un jeu The Witcher, le jeu d'aventure, en 2014. Et comme tu as parlé de Resident Evil, c'est marrant parce qu'ils ont commencé par faire des jeux de société, Resident Evil 2, puis ils ont fait Resident Evil 3, et puis maintenant ils sortent finalement Resident Evil The Board Game. Ouais, ce qui est assez étrange. Après coup, là, il doit y avoir je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est sans doute pas les mêmes derrière. Mais voilà, c'est ces grosses adaptations, Bloodborne aussi. Sans doute que certains vont se retrouver dans des boutiques spécialisées, en tout cas pas dans des grandes surfaces. Mais voilà, Kickstarter permet de récolter des fonds pour lancer des gros jeux de ce type-là. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que l'univers des jeux vidéo n'a rien à voir avec les jeux de société. Hein. Non, c'est beaucoup plus gros. Mais plus au moins lucratif. Oui, et maintenant, il y a tellement de fans de ces jeux vidéo, où on retrouve justement des versions 1, 2, 3, 4, 5, et ça n'en finit plus. Ouais. Eh bien, c'est peut-être un très bon moyen d'en amener quelques-uns à s'intéresser aux jeux de société en commençant par l'adaptation de leur jeu vidéo favori. Mais juste vite te corriger, tu disais pour les Resident Evil, mais en fait c'est toute la même compagnie qui les a fait. Ce qui est assez étrange parce qu'eux ils ont décidé de faire le 2 en premier, ensuite le 3, et puis ensuite ils reviennent au 1. Ils ont dû comprendre que leur première adaptation était pas bonne, donc ils se sont dit allez on adapte déjà le 2 et le 3, puis on se garde le 1 pour quand on aura plus de compétences et de moyens pour faire ça. Bon après je pense que c'est basé sur exemple le Resident Evil 2. Tu vois, c'est sur l'histoire du 2. En tout cas, je sais pas, hein, mais j'imagine que c'est ça qui est arrivé. Et puis, moi, ce que j'ai aussi remarqué dans mes recherches, c'est que il y a beaucoup de ces jeux-là qu'on en entend parler beaucoup, puis finalement, tu regardes leur score sur Board Game Geek, puis ça a l'air assez décevant. Puis je me demandais si c'était... Je me dis, ça doit être quand même assez compliqué de faire une bonne adaptation d'un jeu de société depuis un jeu vidéo. Parce que c'est pas le même temps qu'on consacre, à moins de faire un jeu à campagne où on va, comme un jeu vidéo, toujours avancer dans le jeu. Mais si on veut faire un jeu qui est une expérience qui se fait en 2 heures, c'est vachement compliqué de recréer les mêmes sensations. C'est vrai que on va dire que c'est sans doute des projets assez casse-gueule, mais finalement, j'ai l'impression, même si j'en ai testé très très peu, mais en tout cas pour les retours que j'ai pu obtenir, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent beaucoup mieux dans ces adaptations jeux vidéo, jeux de plateau, que par le passé, mais je vous dis peut-être plus de 20 ans en arrière, quand à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait au cinéma, on avait le droit à une adaptation jeu vidéo, qui était pour la plupart mais vraiment ridicule. Ils surfaient juste sur le nom, sur la franchise pour clairement vendre des jeux, alors que là, on a quand même l'impression que ils essayent de vraiment faire des bons jeux. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais là dans les exemples qu'on a donnés, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de tout à fait correct. Et c'est vrai que c'est assez fou de voir qu'aujourd'hui, quand un gros film sort, on n'a pas forcément une adaptation en jeu vidéo, parce que maintenant les jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, il faut presque commencer à les développer avant que le film soit tourné, parce que c'est tellement long à créer les jeux vidéo actuels, ce qui n'était pas le cas des jeux vidéo par le passé, alors que le jeu de société finalement demande beaucoup moins de temps. Donc là on voit avec la sortie de Dune, on se retrouve avec plusieurs jeux et bons gros jeux tirés de l'univers, de l'univers exactement, et puis on retrouve aussi des adaptations
de séries. Et on retrouve aussi des adaptations de livres comme Red Rising, qui est sorti tout récemment. D'ailleurs, j'ai enfin reçu ma boîte que je n'ai pas encore décellophanée, donc je me réjouis de tester tout ça ce week-end. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment ce changement un peu de paradigme où avant on pensait qu'aux jeux vidéo, on voulait surfer sur les licences, sortir des jeux vidéo sur des noms qui faisaient le buzz entre guillemets avec les films, et maintenant ils sont un petit peu détournés de ça et on va plutôt sur le jeu de société où c'est plus simple de sortir des jeux rapidement ou plus ou moins rapidement, et on retrouve toutes ces films, séries, livres avec des versions de jeux de plateau qui ne sont pas tous ratés, loin de là. Ouais, comme toi tu disais que tu n'avais pas beaucoup d'expérience avec ce type de jeu de société, tu en as commandé pas mal, je sais, comme moi tu as aussi Darkest Dungeon qui s'en vient, je crois. Exact, oui. Et j'en ai deux autres. Je savais même pas que c'était tiré de jeux vidéo. Donc le premier d'entre eux, c'est Northgard. Ok, je connais pas. D'un jeu vidéo, je ne savais pas. Et Frostpunk. Je connais pas non qui plus. A fait aussi 2,5 millions sur Kickstarter, 19 000 contributeurs. Mais c'est en préparant ce podcast que j'ai compris que c'était tiré aussi de jeux vidéo. Moi, il y a 2 semaines, j'ai passé à 2 doigts d'acheter Bloodborne, qui est un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Mais je sais pas quand je vais jouer à ça. Moi, contrairement à vous, je fais pas des jeux en solo, donc je me vois mal essayer de sortir ce gros jeu-là avec quelqu'un. Ouais, si t'écoutes les podcasts des deux Martins de l'autre côté du plateau, ils ont vraiment... Ils disent que c'est un très bon jeu, mais qu'il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps. Ce qu'on n'a pas. Et c'est souvent, on a tendance à passer d'un jeu à l'autre, ce que je faisais d'ailleurs souvent dans les jeux vidéo aussi. Et passer à faire des dizaines de parties du même jeu pour vraiment l'apprendre, parce qu'il demande beaucoup, comme le jeu vidéo. Il est compliqué, il faut toujours revenir au début dès qu'on échoue. Donc ça n'a pas l'air simple. Moi, il y en a un, je me demande encore aujourd'hui pourquoi je n'ai pas cédé à la tentation sur Kickstarter, mais c'était avant que je commence ma folie acheteuse. C'est justement Assassin's Creed Brotherhood of Venice, donc tu as parlé tout à l'heure, de Triton Noir. Et à part ça, le Assassin's Creed a l'air d'être un super jeu de plateau qui verra peut-être une version un peu moindre que celle qui était sur la plateforme de financement, pour permettre une distribution éventuellement en boutique. J'ai entendu ça dernièrement. Donc, mais c'est sûr que s'il y a, c'est sûr que moi je vais sauter là-dessus. Ça, c'était un de mes jeux préférés. Assassin's Creed 2, j'ai mis tellement d'heures dans ce jeu. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. J'ai adoré la série. Je les ai pas tout à fait tous faits, mais j'ai vraiment adoré. Ouais, j'ai un peu ralenti, mais il y en a tellement. C'est drôle que tu aies parlé de Horlog Dice Game, d'Assassin's Creed, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit jeu qu'on peut faire à l'intérieur du jeu. Voilà, dans Assassin's Creed Valhalla. Et ce jeu a été tellement apprécié par les joueurs du jeu vidéo qu'ils ont décidé d'en faire une version jeu de confrontation aussi à deux, un petit jeu de dés, un jeu de bar un peu, que j'ai d'ailleurs backé. Donc voilà, on pourra le tester, et ça a très bien marché. Ils ont fait plus d'1 million de dollars canadiens. C'est une compagnie montréalaise qui ont fait ça, voilà, exactement. Donc voilà, un bon petit jeu à recevoir prochainement. Ouais, en fait, c'est assez drôle parce que c'est la même chose qui est arrivée avec The Witcher. Dans The Witcher 3, il y a un jeu de cartes qui s'appelle le Gwent. Et puis, tu peux jouer à ça dans le jeu vidéo. Et puis, ils ont recréé ce jeu-là. Je pense que tu peux l'avoir sur Android ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est rendu maintenant que dans les jeux vidéo, on crée des jeux de société dans le jeu vidéo. Bah oui, mais on s'en sort plus. C'est ça. Il y a aussi un autre jeu pour terminer cette partie-là, en tout cas me concernant. Un autre jeu dont on a parlé tout récemment, là c'était un de mes tops de jeux que j'attends avec impatience. J'avais pris sur GameFound, vous avez bien rigolé, c'était Eleven Football Manager Board Game. Alors lui n'est pas directement tiré d'une licence de jeu vidéo, mais très clairement il s'inspire du Football Manager
Parce que, ouais, non, surtout les Football Manager où on joue pas avec les joueurs de foot. Donc là, on est vraiment très proche aussi. On va dire que c'est un jeu de société qui s'inspire de jeux vidéo pour reproduire, j'ai l'impression, très efficacement toutes ces sensations de gestion de club. Donc je me réjouis vraiment de le recevoir. Ben, juste avant de passer au dernier segment, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, David, sur les jeux vidéo et jeux de société, puis quand ça se croise? Ben justement, oui, j'ai encore beaucoup de choses, mais vu le temps déjà qu'on a pris, à mon avis, ça méritera qu'on l'aborde lors d'un prochain épisode, hein, exactement. Parce qu'on n'a pas abordé par exemple les jeux mobiles qui ont vu des adaptations en jeu de société. Il y a même Candy Crush qui a une version Candy Crush Duel, ça a l'air assez affreux, mais voilà, il faut le dire. Mais après il y en a d'autres, mais gardons-les pour une prochaine fois. Mais il y a aussi maintenant on retrouve la plupart des bons jeux de société, on les retrouve aussi dans des applications mobiles, hein. On parle des Aventuriers du Rail, Splendor, Très Futé, Small World, It's a Wonderful World, Brass, Château de Bourgogne, et j'en passais des meilleurs. Et puis pour que la boucle soit totalement bouclée, il y a maintenant de très nombreux jeux qui intègrent des applications mobiles qui deviennent des applications compagnons et obligatoires en fait pour y jouer, hein. C'est pas juste un petit truc qui va nous balancer une musique d'ambiance. Et là je pense s'il y a bien un segment du jeu de société qui en est peut-être qu'à ses débuts, c'est celui-là. Alors est-ce qu'on est pour ou contre? Je pense qu'on en parlera une autre fois. C'est vrai quand on voit déjà la série des Unlock, il y a les Demeures de l'épouvante qui existent déjà depuis pas mal de temps, tout comme le Seigneur des Anneaux, Voyage en terre de milieu. Mais dans les nouveaux, dans les jeux plutôt récents, hein, les Destinies, Chronicle of Crimes, Divinus, Descent, À la recherche de la planète X, il y en a plein maintenant qui intègrent même très bien cette technologie, et je pense que là on est vraiment au début de cette ère. Alors moi je tiens pas forcément à remettre trop de numérique dans mes jeux de société, mais je vais craquer je sais que je vais craquer avec certains de ces jeux dont j'ai mentionné. Et puis encore, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Tabletop Simulator, où finalement là c'est une plateforme où on joue aux jeux de plateau en ligne. Mais en ligne, et puis Board Game Arena qu'on avait déjà abordé, et c'est vrai qu'on a un sujet bien rempli que je me ferai un plaisir de repartager avec toi prochainement. Oui, certainement on pourrait faire un part 2, parce que moi j'ai aussi pas eu le temps de parler du fait que maintenant on a le contraire, on a des jeux de société qui deviennent jeux vidéo. Par exemple, le jeu numéro 1 sur BGG, Gloomhaven, qui a maintenant sa propre version jeu vidéo, qui est totalement... c'est pas juste une plateforme pour y jouer en ligne, c'est vraiment une version jeu vidéo du jeu de plateau. Donc on est en train de boucler la boucle, comme on dit. Exact. Mais oui, certainement peut-être à retravailler sur un prochain épisode, peut-être avec un auditeur, qui sait. Alors pour le top 5 de cette semaine, j'ai proposé à David, plutôt que de dire quels sont les top 5 jeux qui sont basés sur des jeux vidéo, parce que les deux, on n'est pas des spécialistes, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire donc 5 bons jeux vidéo qui feraient des bons jeux de société. Donc ici, on va nommer 5 jeux vidéo qui n'ont pas encore un jeu de société. Moi, dans mon cas, je sais qu'il y en a un qui est annoncé, mais il n'est pas encore sorti, donc je l'ai quand même mis dans ma liste. Donc, vu que on est en train de fabuler, hein, on va pas prendre non plus 20 minutes pour parler de ça, mais on va juste rapidement dire des jeux qu'on croit qui seraient des bons jeux de société. Et puis moi je vais commencer en 5e position avec un de mes jeux préférés ever, puis c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, c'est qu'il y a un jeu de société qui a été annoncé, mais vraiment dans les tout débuts. C'est The Last of Us, donc... je l'avais aussi. Tu l'avais aussi sur ta liste. Exactement. Mais donc, je sais pas si tu avais vu, mais apparemment, ils sont en train de travailler sur un jeu de société. J'ai vu ça, ouais. Donc, The Last of Us, qui était un jeu vidéo que j'ai adoré, puis je pense que moi, qui n'ai pas tellement narratif dans mes jeux de société, comparé à peut-être toi et Benji, mais je pense que j'ai tellement adoré l'histoire du jeu vidéo que je me dis, s'ils sont capables de trouver une façon de
de recréer les sentiments, parce que je veux dire, s'ils font juste nous rebalancer la même histoire, ce serait moins intéressant, mais je pense franchement qu'il y aurait quelque chose à faire avec The Last of Us. Ouais, je pense qu'il y a un super potentiel pour créer un jeu narratif coopératif. Ouais. Puis ce qui est rassurant, c'est que derrière, ceux qui ont fait l'annonce, c'est, alors je sais pas comment il faut les prononcer, Common, Simon, qui est quand même derrière les Zombicides, derrière Bloodborne, des justement, bons jeux, God of War. Donc on risque de devoir attendre, on risque très certainement, et c'est plus qu'un risque, de devoir passer par la case Kickstarter. Mais je l'avais en troisième position. Ouais, parce qu'en plus, je sais pas si tu savais, mais juste pour en glisser un mot, ils sont aussi en train de faire une série de Last of Us qui va sortir sur HBO, donc je pense que ça va un peu tout... il va y avoir de l'engouement autour de ça, je suis sûr. Exactement. Toi, ton numéro 5, David? Alors, mon numéro 5, j'ai pensé au fameux FIFA, voire NHL, au final, parce que c'est des licences tellement fortes que je me dis qu'il y aurait certainement moyen de faire des jeux de société, surtout qu'il n'y a pas énormément de jeux de société sur les jeux de foot ou les jeux de hockey ou de sport. On pourrait encore parler de NBA. Après, est-ce que j'aurais vraiment envie d'y jouer? Alors ça, je sais pas. J'attends de voir le jour où ils en sortent un. Il faudrait que ça soit vraiment intéressant, quoi. Exactement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas encore sorti, c'est qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la bonne mécanique pour reproduire ce type de jeu en jeu de plateau. Ouais. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que moi, ça aurait été mon numéro 6, mais la seule raison que je ne l'ai pas mis, c'est que... Parce que moi, j'aurais... pas FIFA, mais j'aurais pensé à NHL. Mais le problème, c'est que il y a quand même... Ça existe des jeux. Après, est-ce qu'ils sont bons ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais j'ai vu qu'il y avait des jeux de Exactement, hockey mais pas dans la licence. Ouais. Moi, mon numéro 4, c'est un jeu qui est assez récent, que je suis sûr qu'il va éventuellement en avoir un. C'est Sekiro, Shadows Die Twice. C'est un jeu de la même compagnie qui a fait toutes les Dark Souls, toutes les Bloodborne, donc qui sont connus pour faire des jeux extrêmement difficiles. Je me suis dit, il y aura certainement une version de ce jeu-là en jeu de société parce que toutes les autres, ils sont passés. Hein? On a Dark Souls, Bloodborne, etc. Donc je me dis, éventuellement, pourquoi pas. Mais un jeu dans la thématique des samouraïs, et puis pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, le fait qu'il peut changer, il y a comme un bras qui peut changer pour mettre d'autres armes dessus et tout. Donc je me dis le fait de pouvoir customiser son samouraï pour l'envoyer à la guerre. Et puis ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est la mécanique c'est pas juste d'aller frapper comme un malade, c'est aussi de savoir quand arrêter, quand se protéger et tout. Je me dis, il pourrait vraiment avoir une mécanique intéressante à faire autour de ça, de dire, il faut vraiment mettre plus l'accent sur être capable de contrer une attaque plutôt que juste attaquer plus fort que l'autre et puis gagner, t'sais. D'accord, ouais. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que mon top 4, alors on est beaucoup plus dans du tapé. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué sur PC, ils ont eu, il faut avoir le clic de souris très, très rapide, c'est Diablo. Ah! Voilà, Diablo. Alors, finalement, je l'ai mis qu'en 4e position, sinon je l'aurais mis bien plus haut, parce qu'il y a déjà un jeu, alors c'est pas de la licence officielle, mais il y a déjà un jeu qui s'inspire de Diablo et des hack and slash, qui s'appelle Sanctum, que je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai tellement adoré, moi, les Diablo, par le passé, j'ai enchaîné les parties à répétition pour faire monter mon personnage. J'aime bien les hack and slash quand il n'y a pas trop besoin non plus de réfléchir, mais quand même d'avoir des personnages qui évoluent, donc je ne pouvais pas passer à côté, et j'étais heureux de voir qu'il n'existait pas de version officielle de Diablo en jeu de société pour pouvoir le placer là. Mais c'est drôle parce que c'est de loin la liste où on va se croiser le plus, parce que moi je l'ai mis en 3e, Diablo. Ah voilà. Mais c'est vrai que en plus en faisant mes recherches, j'ai vu que c'est un des seuls jeux de Blizzard à ne pas avoir de jeu de société, parce que il y a un Warcraft, il y a un Starcraft, il y a même un World of Warcraft. Donc je me dis, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un jeu sur Diablo. Après, je pense que j'avais aussi vu qu'il y avait ce jeu Sanctum, mais moi je pense que tu fous la licence Diablo là-dessus et puis ça vend du tonnerre, je suis sûr. Ils viennent de ressortir, je sais pas si tu as vu, mais ils ont fait Diablo 2, ils ont remasterisé le jeu, j'ai vu, le jeu vidéo, et puis tu vois, ça l'a bien vendu, donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt pour ce jeu-là. Donc Diablo, moi c'était mon 3e, donc tu peux enchaîner toi avec ton 3e. Mon 3e, c'était The Last of Us. Donc, toi, on saute les 3e. C'est parfait. C'est presque comme si on avait chorégraphié le truc.
Ouais, t'as vu, puis comme ça on rattrape un peu là, parce qu'on on a fait plus long que d'habitude. Ça va aller plus vite. Mon deuxième, moi, c'est un jeu. J'ai justement joué avec mon ami Hugo l'autre jour à un jeu qui ressemble au final les mêmes sensations, mais je me suis dit pourquoi il n'y a pas un jeu Super Smash Bros. L'idée d'avoir tous ces différents personnages, puis en choisir un, puis là j'ai vu imaginez le Kickstarter avec toutes ces petites figurines Nintendo et tout. Je pense que ça serait un cauchemar pour tout le département des licences pour ça, mais je me suis dit un jeu où tu peux toi-même choisir lequel de tes héros préférés tu peux mettre dans une arène et puis te taper dessus. Je sais qu'il y a des jeux semblables qui existent, mais il n'y en a pas d'autres jeux comme Super Smash Bros. Tu vois. Les sensations de taper sur les gens puis les sortir de l'arène, puis je suis sûr que ça ferait beaucoup de ventes ce jeu-là, donc voilà. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites adaptations en jeux de société, avec les personnages Nintendo, mais c'est vraiment des petits jeux, et quand on voit ce qu'ils font maintenant avec les licences Marvel, par exemple, on se dit que le jour où ils mettent... ils se décident, ou ils se mettent d'accord surtout sur l'exploitation des licences, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et comme il y a aussi au Japon des très gros créateurs et éditeurs de jeux de société, alors peut-être qu'il y a des choses en préparation ou des choses qui se passent là-bas qui ne sont pas encore venues jusqu'ici, mais ça m'étonnerait parce que je pense que le marché américain et européen est aussi hyper important pour eux. Mais effectivement, moi je suis beaucoup moins Nintendo, c'est vrai que les autres consoles, donc ça m'attire un petit peu moins, j'avoue, mais c'est clair qu'il y a un vrai potentiel sur ces jeux. Bon, si jamais pour ceux qui ça intéresse, je disais que j'avais joué à un jeu assez semblable, c'est Super Fantasy Brawl, c'est un autre jeu de Mythic Games, puis c'est un peu le même principe, c'est que tu choisis un champion qui va aller se battre dans l'arène, donc si ça vous intéresse, ben voilà. Ouais. J'y ai joué que sur Board Game Arena, mais j'ai fait des super parties. Je sais pas si j'en ai gagné une, mais... je savais même pas qu'il l'avait sur BGA. Ouais. Ok, cool. Une belle adaptation, effectivement. Avec beaucoup moins de plastique que dans la version boîte. Énormément de plastique dans cette boîte, c'est incroyable. Et puis donc, toi, ton deuxième? Alors moi, mon deuxième, c'est Battlefield. Parce que j'ai hésité entre Battlefield et Call of Duty, mais moi, la Battlefield, je pense qu'il y a moyen d'aller plus dans un gros wargame moderne avec de multitudes unités, etc., des grands terrains. J'avais ma petite préférence pour Battlefield, surtout à mon âge où je suis un peu moins réactif. Et donc Call of Duty, on a tendance à beaucoup plus vite mourir que dans Battlefield. Donc il y a des personnages avec aussi des rôles très différents, même si maintenant Call of Duty on retrouve un peu ça, mais voilà, pourquoi pas. Du Battlefield ou Call of Duty, c'est deux licences qui n'ont pas leur jeu de société et où il y a un vrai potentiel. C'est drôle parce que, bon, moi je n'ai pas mis ces jeux-là, mais quand tu dis que ça pourrait faire un wargame, moi ce que je trouve plus intéressant, puis ce qui manque un peu dans le jeu de société, c'est un peu l'effet FPS, First Person Shooter, l'idée que tu contrôles qu'une personne. Moi j'ai eu testé un jeu quand j'étais au Canada, ça s'appelle Adrenaline. Puis ça, c'est le plus proche que tu peux trouver de l'expérience FPS. Puis c'est vraiment, tu choisis une personne et puis tu vas aller chercher des fusils sur la carte pour tirer sur les autres joueurs. Et puis quand tu meurs, tu reviens à ton respawn point. Et puis donc c'est vraiment un peu le même principe. Donc ça je pense que ça serait plus intéressant qu'un autre wargame. Mais je trouve qu'il y en a tellement de wargames. C'est vrai, bien vu. Et peut-être que là, il y a des jeux aussi, des jeux de société qui commencent à sortir sur le principe du Battle Royale. Oui, j'ai vu. Qui se rétrécit, un etc. peu la Fortnite, donc, exactement. Donc, sans doute que ce type de jeu va finir par arriver un jour. Ouais. Moi, mon premier que j'ai mis, ce sera le même. Je pense franchement pas. Okay. Parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps, puis j'ai jamais vu quelqu'un qui avait le même que moi. Mais moi, le jeu que j'ai le plus adoré de ma vie, c'est le jeu Borderlands 2. Ah oui, j'ai failli. Ah ouais. Donc, moi, j'ai adoré l'histoire de ce jeu-là. Le méchant, c'est un des meilleurs méchants de l'histoire des jeux vidéo, je trouve. Et puis, je me suis dit, l'univers qu'ils ont créé, cette idée, c'est vraiment des jeux qui se prennent vraiment pas au sérieux. C'est assez drôle. Puis même, il y a eu un DLC, donc une extension du jeu vidéo, qui était
basé sur une partie de Donjons et Dragons d'un des personnages du jeu vidéo. Donc, tu recréais cette partie de Donjons et Dragons, mais bien sûr en virtuel. Et puis, c'est tellement des génies, ceux qui ont écrit ce jeu. Moi, j'adore Borderlands 2. Je me dis, s'ils font un jeu de société là-dessus, ça sera mon premier vrai gros all-in. Prends tout mon argent, quoi. Mais en plus, graphiquement parlant, ça collerait hyper bien parce que voilà, on est dans du dessin, même dans le jeu vidéo. Donc c'est vrai que pour reproduire, en tout cas, ce serait vraiment pas là la difficulté. Ouais. Mais oui, c'est aussi dans le style FPS, donc c'est vrai que j'ai choisi dedans les Battlefield, mais j'ai grandement hésité parce que c'est aussi une série, ils en ont fait 3, hein, si je dis pas de bêtises, en jeu vidéo, sans parler des DLC. C'est des super jeux et on rigole beaucoup en plus. Puis là, il va avoir dans le réel, donc... Puis il va avoir un genre de... c'est comme un quatrième, si tu veux, mais là, c'est vraiment... Ils font un spin-off qui devrait sortir bientôt en jeu vidéo. Ok, tu vas craquer. Ah, je sais pas, faut pas. Puis toi, ton premier alors? Alors, moi, mon premier, c'est GTA. Voilà. Ah, j'y ai pensé. GTA, même si c'est pas forcément mon jeu préféré, celui auquel j'ai le plus joué. Ouais. Et quand je dis GTA, on peut aussi mettre Red Dead Redemption dedans, parce que voilà, c'est les mêmes qui sont derrière. C'est un peu le même principe de jeu. Et là, je me dis qu'il pourrait vraiment faire un très gros jeu narratif solo, et en plus avec des sessions de jeu compétitive à plusieurs. Finalement, on se retrouverait un peu dans le même style que le jeu vidéo. Puis alors là, ils peuvent vraiment se lâcher et puis ils pourront sortir des extensions à non plus finir, comme ils le font d'ailleurs GTA. C'est hallucinant le nombre d'extensions qu'ils peuvent amener au multi. Et pour Red Dead Redemption, en fait, j'ai plutôt mentionné GTA parce que Red Dead Redemption, il y a Western Legends qui fait assez qui est sorti et puis qui fait un peu penser, même si c'est pas exactement ça. Mais c'est vrai que GTA, avec la communauté qui y a derrière, je pense que même ceux qui jouent que aux jeux vidéo, ils vont s'acheter la version jeu plateau, même s'ils ne l'ouvrent pas, tellement que la communauté est énorme et puissante derrière ce jeu. J'y avais pensé directement quand j'ai vu, parce que moi j'ai un peu tapé les meilleurs jeux vidéo de tous les temps, puis j'ai vu GTA 5, et puis, mais moi ce que je me suis dit, c'est que c'est presque impossible de faire un jeu. C'est tellement illimité les possibilités dans ce jeu que je me dis, comment est-ce que tu peux faire... Tu vas te concentrer le jeu de société pour une expérience plus linéaire, je sais avec pas. 45 boîtes, ils vont y arriver. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est tout pour notre top 5, donc des jeux qu'on aimerait voir en jeu de société. Est-ce que toi, tu as un petit jeu qui te fait de l'œil cette semaine que tu aimerais nous partager? Oui, j'en ai un, et puis en plus, il entre assez bien dans la catégorie, dans le sujet du jour. C'est Kids Chronicles, la quête des pierres de lune, donc qui est la version enfant inspirée des jeux Chronicles of Crime, qui demande l'utilisation d'une application mobile. Et vraiment là, ce jeu est en train de faire beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, et il a l'air vraiment top. Je trouve le matériel, il est magnifique, donc un gros potentiel. Et comme là je suis actuellement, comme je l'ai dit une fois précédente, dans Unlock Kids avec mes filles, je pense là très clairement que Kids Chronicles pourra prendre sa succession avec bonheur pour la famille. Donc voilà, c'était mon jeu hybride numérique et narratif dès 7 ans, édité par Lucky Duck Kids, qui ont fait un spin-off éditeur où ils éditent leur premier jeu enfant, voilà, sous le nom Lucky Duck Kids. Je pense que ça va être intéressant de voir comment ils vont adapter ça pour les enfants, c'est-à-dire, on va pas, je pense, regarder des gros crimes avec du sang partout, donc je pense que ça va plutôt être qui a volé la boule de gomme. Ouais, ça a l'air d'être vraiment dans tout un univers héroïque fantasy, avec un aspect vraiment chouette. Là, il y a eu un ludochrono qui a été fait dessus. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que l'auteur est le même
que les Chronicles of Crime. Donc voilà, il garde la main et la gestion de tout ça. Et l'illustrateur, donc je voulais juste le mentionner, puis après je te recède la parole, parce que c'est également le même qui s'appelle Matthews Komada et qui est également l'illustrateur de Kingdom Rush, donc adaptation d'un jeu mobile vidéo que j'avais adoré, mais je n'ai pas la version boîte, mais qui a l'air très bien, de Fruit Ninja, qui est également un jeu vidéo adapté en jeu de plateau, et également illustrateur de Divinus, qui est un projet Kickstarter récent, et qui est mais qui n'est pas, lui, un jeu vidéo. Donc voilà, un illustrateur très connu pour, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les illustrations, le plateau est magnifique. Bon, mais voilà, avant de partir, je veux juste vous lancer la question de la semaine. Donc, bien sûr, partagez avec nous si vous aussi, vous avez une idée d'un jeu vidéo qui ferait un bon jeu de société, hein, comme on a fait dans notre top 5. Et puis, si vous en avez déjà, comme on a dit, nous, on n'est pas des pros dans ces formats-là. Donc, si vous en connaissez des jeux de société qui sont basés sur des jeux vidéo puis qui sont très bons, dites-nous-les, c'est lesquels. Comme ça, on va lire vos réponses la semaine prochaine, lors du prochain épisode de... On joue-tu ou bien?